Alors, ça remet en question quand même passablement la façon dont on forme nos professionnels de la santé, la façon dont ils voient les soins. Si on continue par exemple à former nos étudiants en médecine à guérir les gens, c'est sûr qu'on va former des gens pas mal frustrés. Et dont le niveau de frustration va juste augmenter à travers le temps. Il y a déjà des études qui démontrent ça. Par exemple, il y a plusieurs études américaines qui sont sorties dernièrement, qui ont évalué le niveau d'empathie, la progression du niveau d'empathie chez les étudiants en médecine dans plusieurs facultés nord-américaines, et qui ont fait la démonstration que dans au moins 70 à 75% des étudiants en médecine avaient une chute drastique de leur niveau d'empathie à partir de la 3e année de leurs études, quand ils commençaient à être en contact avec les milieux cliniques, et que ce niveau d'empathie ne remontait pas. Et une des principales raisons à ça, c'est qu'ils ne sont pas forcément préparés à faire face à la complexité humaine, à des situations extrêmement difficiles avec les patients, et justement avec des patients pour lesquels ils n'ont pas forcément de solution efficace et rapide. Donc ça a un impact assez important sur leur façon, leur identité professionnelle et la façon dont ils représentent leur niveau d'efficacité. Donc la bonne nouvelle par rapport à ce chiffre, c'est qu'on a la moitié de la population qui expérimente au quotidien nos systèmes de santé. Donc on a des savoirs expérientiels cumulés absolument inimaginables. Dans un système de santé qui cherche des solutions, on essaie de leur expliquer que ce serait bien qu'éventuellement ils invitent de plus en plus de patients à exprimer ces savoirs et éventuellement les considérer comme des interlocuteurs valides pour réfléchir à des solutions en termes d'évolution des systèmes de santé. Donc ça, c'est le type d'expérience qu'on a multiplié dans les dernières années. Et bonne nouvelle, nous avons des super idées auxquelles généralement personne n'a vraiment pensé. Et bizarrement, c'est pas une tradition dans le milieu de la santé d'inviter les patients à systématiquement leur demander leurs avis sur les services qu'ils offrent. On va vous demander si vous êtes satisfait. Alors vous allez dire oui, non. Généralement, on va vous demander si vous êtes satisfait quand vous sortez de l'hôpital. Donc ça, c'est sûr que tout le monde est satisfait généralement quand on sort de l'hôpital, même si on a vécu des mauvaises expériences, on ne va pas forcément s'en rappeler parce qu'on sort, on est content. Donc c'est pour ça qu'on sait maintenant que les sondages de satisfaction sont relativement biaisés. Mais on pose rarement la question de savoir, en termes d'amélioration de nos services, vous, patients qui avez une expérience de soins significative dans nos hôpitaux, et pas seulement dans nos hôpitaux, mais dans le système en général, parce que on est dans un hôpital en tant que patient, mais on prend soin de soi-même à la maison, on est en relation avec nos pharmaciens, on est en relation avec nos familles, avec nos amis qui nous aident, donc c'est nous qui avons une vue d'ensemble de tout ce réseau qu'on mobilise au quotidien. Donc ce savoir-là a une richesse incroyable, et il commence à y avoir une prise de conscience assez majeure dans le milieu de santé, qu'effectivement ce savoir expérientiel a une valeur ajoutée. Et donc c'est le type d'expérience qu'on fait actuellement pour voir un peu comment utiliser ce savoir expérientiel, et je vais y revenir aussi tout à l'heure. Est-ce que c'est clair sur ce modèle-là? Si on prend n'importe quel professionnel de la santé que vous avez rencontré dans vos expériences de soins, il va forcément avoir une vue très hospitalo-centrée du service. Il ne va pas avoir de vue forcément des transitions vers la réadaptation, vers le soin à domicile, vers les soins de vie, peu importe, les soins de fin de vie ou autres. Les seules personnes qui ont une vue systémique de tout le système, c'est les patients. Mais on ne les a jamais impliqués. Genre au Québec, pour donner une idée, vous avez entendu parler des projets de libre, on en a entendu parler dans les journaux. Donc le gouvernement du Québec, sous la première administration, Couillard était encore ministre de la Santé, a lancé des projets d'amélioration continue de ligne pour optimiser les processus dans les services, dans les milieux hospitaliers, mais ça n'a jamais été question d'impliquer les patients. Donc en fait, c'est des cliniciens qui se réunissent et qui regardent un petit peu comment ils vont améliorer les services sans forcément avoir la perspective du client. Alors pour quelqu'un qui venait du milieu privé, c'était un peu bizarre d'ailleurs, parce que je me disais, mais donc finalement dans la santé, on réfléchit à des stratégies d'évolution, mais sans le patient, donc sans le client. C'est comme si, je sais pas, le Mouvement des Jardins ou la Banque Nationale ou d'autres, ou Bombardier finalement, définissait sa stratégie d'affaires sans se poser la question de l'évolution de sa clientèle. C'est quand même assez incroyable. Et puis ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de... C'est pas une... C'est qu'il faut le dire pour qu'ils réalisent effectivement qu'il y a une problématique là-dedans.
L'autre chiffre qui est qui fait changer les choses en ce moment énormément, c'est ce qu'on appelle l'inobservance, la non-adhésion, la non-compliance au traitement. Donc une grande majorité des patients atteints de maladies chroniques sont des mauvais élèves et suivent mal leur traitement. Ouh. Alors, généralement, le message qu'on va nous passer, c'est qu'on ne se responsabilise pas, on est désengagé par rapport à notre santé. Les études sur les problématiques de non-adhésion au traitement démontrent très clairement qu'en fait, si on n'adhère pas au traitement, c'est que ces traitements-là ne sont pas définis avec nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas co-construits. Donc généralement, il va être poussé une solution qui va être considérée par la science comme la plus efficace, mais qui pour nous, dans notre contexte de vie spécifique, ne va pas forcément être la bonne solution au moment donné. Donc c'est toute la question de savoir, est-ce qu'on pousse un traitement parce qu'il est efficace, ou est-ce qu'on pousse un éventail de traitements en fonction du projet de vie du patient à un moment donné. Alors ça, c'est un questionnement de fond, et si on pense qu'effectivement, c'est la deuxième volet qui prime, c'est-à-dire qu'on devrait définir les plans de soins, construire des plans de soins en fonction des projets de vie des patients, ça change toute la façon dont les professionnels de la santé, les patients et les proches collaborent au quotidien. Un exemple de ça, milieu des années 90, je suis séropositif, malgré tout, malgré le peu de traitement, ma santé est stabilisée, j'ai fini mes études, je commence une carrière, et là arrivent ce qu'on appelle les antiprotéases, qui étaient les premiers médicaments efficaces. Alors avec des effets secondaires énorme, c'était 17 ou 18 pilules par jour, il fallait se promener avec sa glacière, on vomissait, en tout cas c'était des trucs absolument incroyables. Donc ça voulait dire que si on prenait ces pilules-là, c'est sûr qu'il y avait des risques. Si on était dans des contextes professionnels, il fallait quasiment qu'on dise qu'on était séropositif, parce qu'avec notre glacière, nos médicaments, vous imaginez bien que ça a des conséquences importantes. Donc on a été plusieurs à dire, écoutez, on ne dit pas non, mais pas tout de suite, on n'est pas prêt à ça. Ça a été la réaction en face a été extrêmement violente. Alors, il y a eu beaucoup on a été souvent dans des situations où il y a eu des ruptures de relations. C'est-à-dire de dire, si tu ne veux pas te traiter, j'ai aucune raison de te suivre. Donc là, on voit la tension, c'est-à-dire qu'on refuse finalement quelque chose, la proposition efficace, parce qu'on a fait un autre choix, et on a été certains à payer un peu ce choix-là, mais c'est notre responsabilité aussi d'avoir fait ce choix-là. Donc là, on voit, et puis cette question-là, aujourd'hui, dans les maladies chroniques, se pose très souvent. 70% des problématiques des plaintes dans les hôpitaux aujourd'hui au Québec sont reliées à des problématiques de collaboration de ce type-là, c'est-à-dire dans la négociation des traitements, dans le fait qu'éventuellement on n'est pas tout de suite prêt à prendre un traitement, on veut attendre, on n'est pas certain, on va utiliser d'autres types, on va utiliser aussi des médecines alternatives ou des choses, bref, on va avoir un éventail d'actions qui forcément va pas forcément s'aligner sur ce qui est prescrit par le professionnel de la santé. Ça crée énormément d'interactions, des fois conflictuelles et des fois extrêmement difficiles.